Bonsoir, petit Fantominus. Installe-toi bien confortablement et laisse-moi te raconter l'histoire d'un enfant transformé en Pokémon et qui cherche à tout prix à devenir humain. Cet enfant se nomme Tate Kikuko. Chapitre 7. Derrière la porte verte. La petite fille venait de donner son gage. Tate devait aller derrière la mystérieuse porte verte où l'hypnomade emmenait les enfants pour les faire disparaître à jamais. Tate fit les yeux ronds et sentit le traquenard. Attends, ce n'est pas juste. Si je vais derrière cette porte, je ne pourrai plus jamais revenir. Râla-t-il. Si tu ne le fais pas, je gagne et ton père restera ignorant pour toujours. Répondit-elle dans un sourire. Tate ravala sa salive. Il se tourna alors vers la porte, hésita longuement à l'ouvrir. L'inquiétude le gagna. Qu'y avait-il derrière cette porte de si terrible? Il posa sa main sur la vieille poignée en bois et commença doucement à la tourner. Seulement, l'arrivée de Norbert l'hypnomate dans les rêves tombait à pic, et Tate retira aussitôt sa main. Le grand Pokémon jaune semblait en colère après la petite fille et se précipita vers elle. Pétronille, pourquoi avoir réveillé tous les enfants? Mais Norbert, si je ne l'avais pas fait, le gros méchant aurait gagné notre jeu. Répondit la petite en pleurnichant. Je me fiche de ton jeu, idiot. On ne joue pas avec la nourriture. Combien de fois je vais devoir te le répéter? Mais le jour où je t'ai récupéré dans une corbeille au milieu de la nuit. Je ne t'ai pas mangé. Et sais-tu pourquoi? Parce que tu m'as adopté, répondit Pétronille d'une petite voix. J'attends de toi une aide pour attraper les enfants. Pas que tu les relâches sur un coup de tête, dit l'hypnomade très fâché contre la petite. Visiblement, elle était en quelque sorte sa fille adoptive. Une petite humaine qu'il avait trouvée abandonnée et qui avait été laissée à son sort dans une forêt. Il lui avait appris à parler, à utiliser des pouvoirs psychiques pour qu'elle puisse venir dans les rêves qu'il fabriquait. Je suis désolé de t'avoir déçu, fit tristement Pétronille la tête basse. Ce n'est pas grave, mon bébé soporifique. Il nous reste une proie. Je ne vais quand même pouvoir manger ce soir. Répondit affectueusement l'hypnomade en levant soudainement la tête vers Tate. Moi? dit Tate en sursautant. Pas toi, andouille. Je ne peux manger les rêves d'un enfant qui n'en fera plus jamais. Je parlais de ton père. Les adultes ne sont pas aussi bons que les enfants, mais cela me calmera au moins l'estomac pour cette nuit. Répondit l'hypnomade. Et les trois autres? Demanda la gamine dans un sourire coquenard. On va les garder pour plus tard, qu'ils restent en idorant pour le moment. À l'entente de la sentence, Tate courut immédiatement vers son père et l'attrapa dans ses bras afin de partir en courant vers les trois surveillants. Les trois Nidorans se mirent à le suivre et tous partirent à toute vitesse le plus loin possible de l'hypnomade jusqu'à en perdre haleine. Il faut qu'on se réveille au plus vite. Faites quelque chose, vous quatre, cria Tate. Mais les quatre Nidorans étaient incapables de parler. Ils continuèrent à courir seulement au bout d'un moment, ils retombaient sur la petite colline avec les arbres. À chaque tentative de fuite, le même scénario se reproduisait, et aux grandes dames du petit groupe terrorisé, visiblement, la voie était sans issue, et peu importe le chemin qu'ils prenaient, ils retourneraient toujours au même endroit. Pétronille s'était assise sur le grand buret en pierre entre deux gisements, et riait joyeusement, tout en les regardant tourner en rond. Ils sont pris au piège comme des ratatas. C'est tellement rigolo, fanfaronna-t-elle, tandis que les yeux de Norbert l'hypnomade se mit à briller et un halo bleu l'entoura. Il était en train d'utiliser ses pouvoirs psychiques. L'attaque en question était une attaque cauchemar, et le merveilleux ciel bleu se changea en un ciel rouge sang. Le champ de coquelicots se consuma intégralement et ne laissa plus qu'un tapis de cendres par terre. Tant qu'aux arbres, ils se transformèrent en de longs piliers en béton. Devant ce spectacle, Tate serra fort son père contre lui. Tandis que les trois surveillants se cachaient derrière lui, tout était enfin prêt. Et l'hypnomade pouvait désormais commencer à attaquer le petit groupe afin de manger les rêves. Il tendit sa main en avant et une bulle sortit aussitôt de la tête d'Idoran. Elle flottait dans l'air et semblait légère comme une bulle de savon. Elle avait une douce couleur d'arc-en-ciel et brillait comme si elle était pleine de souvenirs heureux. L'hypnomade l'attrapa comme si c'était une brioche et mordit dedans avec un sourire de satisfaction. Très intéressant. Je vois que vous aimez les ectoplasmas dans votre famille. Votre femme et vous en avez chacun un. Comme c'est touchant, dit-il dans un mauvais rire. Il venait de manger un fragment de saucisse et voyait une scène attendrissante où Fergus et Agatha tenaient tous les deux un ectoplasma dans leurs mains. C'était à l'époque où ils commençaient à tomber amoureux l'un de l'autre. La gamine tira une moue de dégoût.
Je déteste les ectoplasmas. Ils sont gros et moches. Dit-elle. L'hypnomate frappa dans ses mains, et la vieille porte verte s'ouvrit aussitôt. Une ombre en sortit et commença à prendre la forme d'un ectoplasma de grande taille. Mais celui-ci était plus maigre, élancé et avait vraiment une silhouette humaine. Il était terrifiant et regardait d'un air mauvais le petit groupe avec des petits yeux ronds. Il sortait tout droit d'un affreux cauchemar. Il semblait très mince, comme une ombre avec de grandes jambes et très longues. La gamine attrapa alors l'hypnomate par le bras. Attends, Norbert, je n'ai pas fini avec l'autre imbécile qui a voulu jouer plus malin tout à l'heure. Très bien, mon petit soporifique adoré. Amuse-toi un peu, vous lui répondit-il. Elle frappa à son tour dans ses mains, et Tête se changea en un fantominus dans un pop. Bruyant, se retrouvant sans bras sous cette forme de Pokémon. Son père, toujours sous la forme de Nidoran, tomba au sol. La gamine se mit à rire de façon hystérique. Regarde comme tu es affreux. Tu es tout rond et casseux. Tu ne ressembles plus à rien. Alors, c'est qui a gagné le jeu, hein? Se vanda-t-elle en sautant sur place. Puis elle désigna le pauvre Tête du doigt en regardant l'explomat d'un air réjoui. Emmène-le derrière la porte verte. Je ne veux plus jamais revoir sa tête affreuse. Le Pokémon géant hocha la tête, et en signe d'obéissance se dirigea d'un pas lourd vers le petit groupe. Je suis si fier de toi, mon petit soporifique, se réjouissa l'école. À la vue de l'ectoplasma qui arrivait vers eux, Tête partit le plus vite possible du groupe, afin de ne pas les mettre en danger. Une course-poursuite commença entre Tête, sous sa forme de Fantomius, et l'ectoplasma géant. Mais c'était perdu d'avance pour le pauvre enfant qui se voyait trop vite rattrapé par l'énorme ombre. Une grosse main noire attrapa Tête et le Pokémon l'emporta aussitôt derrière la porte sous le regard de son père. Tête, non! Cria-t-il de désespoir dans sa langue de bidon. La petite fille continua de sourire à cette action. Tout ce qui rentre derrière cette porte n'en ressort jamais. Et tu ne redeviendras plus jamais humain, Tate. Fergus se mit à courir à toute vitesse et suivit son fils aveuglément derrière la porte verte qui se referma aussitôt derrière eux. Pendant ce temps-là, ignorant tout ce qui se passait dans la grotte où étaient piégés les enfants, le professeur Chen, encore endormi, ouvrit timidement les yeux. Une étrange plume d'or était posée juste sous son nez. Il faisait encore nuit noire dehors, mais la plume dégageait une douce odeur. Intrigué, il se releva difficilement et l'examina. C'était la première fois qu'il voyait une telle plume et se demanda de quel genre de Pokémon elle pouvait bien provenir. Dans un flash, il se rappela de la situation critique de la veille et de l'état préoccupant de Tate. Il réalisa avec une grande angoisse qu'il s'était endormi alors que le jeune garçon avait été empoisonné. Il regarda dans un truc de panique si Tate allait bien. Il le retrouva sur la couette, dans la même position où il l'avait laissé la nuit. Le professeur Chen sentait son souffle devenir plus intense et son rythme cardiaque s'accélérait au fur et à mesure qu'il s'approchait du petit garçon. Comme si un terrible pressentiment l'envahissait. « Tate, est-ce que tu te sens mieux par rapport à tout à l'heure » demanda-t-il. Mais Tate ne répondit pas. « Tate, tu dors ?» Il souleva la couverture afin de le secouer légèrement. Mais en vue du petit corps qui ne réagissait pas et qui resta raide, le professeur Chen dut se rendre à l'été. Peut-être avait déjà succombé au poison de l'anticorps quelques heures plus tôt. Et c'était la raison pour laquelle Oh-Oh était venu le chercher. Il s'écroula alors sur le petit enfant et poussa un cri déchirant de douleur. Il n'est pas aussi à sauver le fils d'Agatha, et le poids énorme de la culpabilité commença à leur ronger. Il enroula leur tête dans la couverture et le prit en feu. Puis en larmes, il partit à la recherche des enfants de ses collègues. Qu'allait-il bien pouvoir dire à Fergus? Le chapitre est à présent terminé. On se retrouve pour la suite dans un prochain épisode. Bonne nuit à tous.